Mais quand j'ai appelé mon père à Genève pour lui dire, voilà, telle entreprise veut me recruter, je vais avoir un salaire de 15 000 $, il dit, tu vas gagner plus que ton papa. Le vieux Andrade Gutiérrez m'appelle et me supplie, parce que j'avais refusé, de recevoir Mobutu. Mobutu Sese Seko, j'ai dit, je ne peux pas. Le président, au fait, nous a dit, vous ne pourrez jamais remporter un appel d'offres de route. Les Français sont là, les Israéliens sont là, les Allemands sont là. Vous n'avez aucun repère, aucun renseignement ici, les autres vous dévanceront. Vous rêvez d'immigrer en toute légalité au Canada? C'est très simple. Grâce au statut de résident permanent du Canada, vous pouvez vivre, travailler et étudier dans un environnement paisible et prospère, profiter des formations gratuites offertes par le gouvernement, bénéficier des congés de maternité et de paternité payés par le gouvernement pour une nouvelle naissance. Faites confiance à Convergence Canada. Convergence Canada, nous réalisons vos rêves d'immigration. Vous êtes chef d'entreprise, cadre ou jeune entrepreneur? Votre parcours et votre histoire peut inspirer ou motiver la jeunesse africaine. Participez à votre émission Leitmotiv sur Africable et partagez votre expérience avec ceux qui en ont besoin. Infoline 77 11 29 33. Leitmotiv. Nous avons tous besoin d'une source d'inspiration. Marie Diongoy, bonsoir. Bonsoir Corinne. Merci de nous recevoir au sein de votre usine. Alors, comme on le disait dans la première partie, vous arrivez définitivement en Côte d'Ivoire, vous vous installez pour justement vous occuper de ce fameux projet soja. Racontez-nous un peu comment débute votre aventure donc, en Côte d'Ivoire. Donc je quitte un pays immense, la taille d'un continent, qui est le Brésil. J'arrive dans un tout petit pays, qui est la Côte d'Ivoire. Et évidemment, la première impression est un choc. Mais l'idée de pouvoir développer un projet aussi important que le projet soja. Alors le projet soja, c'est le terme, le nom qu'on a donné, mais sinon c'était un projet de développement de la culture du soja, du riz et du maïs. D'accord. En assolement. Et immédiatement, on se met à la tâche, c'est-à-dire que je quitte Rio, j'arrive à Abidjan. Quelques jours après, je fais Abidjan-Touba au Djéné. Le choc. Là c'est un contraste, mais pas possible. Le contraste est énorme, mais la mission est tellement exaltante parce qu'il s'agit de développer toute une région sur le plan agricole. Et il y avait dans ce projet soja le pendant industriel parce qu'une fois qu'on a produit du soja, qu'est-ce qu'on en fait? Donc, et c'est là qu'arrive la partie transformation industrielle. Oui. Alors racontez-nous un peu tout ça brièvement parce que c'est vrai que ça doit être très long et très exaltant. Oui, il y a effectivement beaucoup de choses à dire, mais grosso modo, il y a toute la partie organisation du projet qui se fait avec la BAD et la relation n'est pas toujours simple entre l'exécuteur du projet et celui qui finance. Bien évidemment. Et il y a toute cette partie d'installation des paysans, de la sélection des paysans, leur installation sur le site. Il y a toute cette partie technique de défrichage des terres parce qu'il faut créer des terres arables. Donc toute partie technique, sociale, financière. On ne dort pas. Nous sommes super motivés. Il y a également ces Brésiliens, parce que j'arrive avec une forte équipe de Brésiliens, des spécialistes en culture elle-même, des spécialistes en semences, des spécialistes en transformation du soja, des spécialistes en mécanique, parce que nous avons acheté des tracteurs, des moissonneuses-batteuses, des spécialistes en agroforesterie.
C'est un énorme projet. Hein. À l'époque, avant d'évaluation, il a coûté 30 milliards de francs CFA et pour développer les régions de Touba et d'Odiéné. Et surtout les semences. Donc moi, je suis arrivé en Côte d'Ivoire avec les semences dans ma poche. Eh bien. Mais c'est un avion qui a été affrété pour faire venir une quantité phénoménale de semences, puisqu'il n'y en avait pas en Côte d'Ivoire. Oui, tout à fait. Et dès la première année, la surprise a été énorme. C'est que le soja qui poussait sur les terres ivoiriennes était très, très, très riche. Pour vous donner une idée, la teneur en huile de la graine de soja, généralement dans le monde, c'est 18%. En Côte d'Ivoire, c'était 25%. Wow, donc elle était vraiment riche. C'est la terre de Côte d'Ivoire qui est extraordinaire. Mais les et spécialistes pourtant, dans le Nord, on n'a pas épatés. forcément une terre on a une terre plutôt aride avec la sécheresse. Non, le soja a donné 25%. Ah, fabuleux. 25% de teneur en huile, ce qui veut dire que si d'autres pays pouvaient avoir de tels rendements, mais ils feraient des fortunes. Donc voilà. Donc ça, vous avez été très fiers de ce projet-là. Mais surtout, le président Houphouët était fier, comme si c'est lui qui avait fabriqué cette terre-là qui donne 25% de teneur en huile dans le soja. Oui, j'imagine. Pour lui, tout était merveilleux dans ce pays-là. Alors, après avoir réussi avec brio ce projet, soja, qu'est-ce que vous faites? Avec beaucoup de travail, beaucoup de difficultés. J'imagine, parce que Touba, ce n'est pas la porte à côté. Touba, parce que vous aviez vos bureaux Grand Avo, mais vous aviez des missions constantes. J'étais constamment sur la route. Voilà. Constamment sur la route. Mais c'était un projet qui était difficile à mettre en place parce qu'il y avait tellement de facteurs dont il fallait tenir compte. Et donc nous avons travaillé comme ça 6 ans non-stop. Et après la première évaluation à mi-parcours faite par la BAD, j'ai donné ma démission. J'ai tout arrêté. Je n'en pouvais plus. Mais je n'en pouvais plus. Vous étiez fatigué? J'ai pris une année sabbatique. Je suis allé m'installer à Londres. D'accord. Alors c'est un an sabbatique. Comment ça se passe à Londres? Je ne travaille plus. Je profite de Londres. C'est une ville que j'aime beaucoup. J'apprends l'anglais. Enfin, je peaufine mon anglais. Et voilà, je ne fais rien. Un peu oisive. D'accord. Je prends mon souffle. Et ensuite, je décide. Bon, il y a plusieurs facteurs. Hein. Une fois, j'ai vu une mère avec ses enfants. C'était des jumeaux tellement malnutris. J'ai aussi entendu une émission où on disait, quoi qu'il arrive dans le monde, les gens vont toujours manger. Il y a plusieurs petits éléments qui ont influencé ma décision. Et j'ai décidé que j'allais, tout compte fait, transformer le soja. Me lancer dans l'agroalimentaire. Donc vous décidez de revenir en Côte d'Ivoire? Je reviens en Côte d'Ivoire. Avant de partir de Côte d'Ivoire, j'avais démissionné des grands travaux à la stupéfaction de tout le monde, mon patron en premier, ma famille qui était un petit peu surprise, choquée même. Parce que aux grands travaux, j'avais quand même un très bon salaire. Il y avait une grosse villa avec piscine, tout ça, grand jardin. Ah oui, donc il y a quand même une vie décente. Une vie plus que très décente, je gagnais 3 fois moins qu'au Brésil, mais quand même une en belle Afrique, vie. c'était vraiment bien. Chauffeur, voiture, tout ça, et j'ai tout laissé tomber. Tout laissé tomber. Et je décide de m'installer à Adjamé. Pourquoi forcément à Adjamé? C'est là-bas qu'on a trouvé un local. J'ai cherché partout des locaux. À Adjamé, il y avait un local de libre, donc je me suis installée à Adjamé dans un petit local. Mais tout le monde dans votre entourage a dû vous dire que vous êtes... Non, mes parents m'ont convoqué. Ah mais oui, parce que quand même. Convoqué. Ils m'ont mis au pied du mur. Ils m'ont demandé si j'avais un problème, si j'étais amoureuse, si c'est un homme qui m'avait tourné la tête. Si j'avais des problèmes, oui, parce que pour changer, des problèmes psychologiques. Du tout enfin, qu'est-ce qui ne va ça. pas, ma fille? Qu'est-ce qui ne va pas? Je riais. Ouais. Mais tout va très bien. Tu quittes les villas de Cocody pour aller t'asseoir à Adjamé? Oui. Mais tu vas bien? Je voulais prouver qu'on peut partir de pas grand-chose et arriver là où on est ici aujourd'hui. Tout à fait. Et surtout, vous retrouvez dans le cœur de la population. Dans le cœur de la population. J'avais un petit local de 30 mètres carrés. J'avais acheté à la casse un petit broyeur. Et vous avez commencé comme ça. Avec quoi comme budget? 400 000 francs.
Donc Alors, là, on est quasiment en 94, en 80, 1994. 93. D'accord. Alors, je dis j'ai commencé avec 400 000 francs. J'ai commencé avec 400 000 francs. Ça ne veut pas dire que je n'avais pas plus Oui, d'argent. plus, puisque voilà, je mais venais des grands travaux, voilà. je venais du Brésil. Mais moi, je voulais me mettre en situation. Tout à fait. Je ne veux pas dépenser plus qu'il ne faut dépenser. Les gens font des erreurs quand ils montent une entreprise, une société. Ils vont commencer par chercher des beaux bureaux. Après, ils vont mettre des beaux meubles, des gros fauteuils. Ils vont Vous mettre avez tout voulu l'argent, avancer pas à pas. tout l'argent dans Ouais. l'apparence, dans ce qu'on a vu. Moi, j'ai pris l'argent, j'ai acheté des machines, j'ai acheté le compteur, les câbles, enfin, ce qu'il faut pour Voilà, travailler. l'essentiel en fait. L'essentiel. On n'avait pas de bureau à Adjamé, on avait 2 tabourets. Eh bien, Ah, c'était formidable. mais c'est bien parce que je constate que combien d'années après vous avez autant d'émotions, c'est formidable. Mais c'était la meilleure période. C'était la meilleure période. Alors donc vous commencez à broyer donc quoi? Du maïs, Non, du mil, du soja. Du soja. Et au marché d'Adjamé, les femmes ne savaient pas ce que c'était que le soja. Donc sur le pas de porte, là, le seuil, on avait une bassine remplie de graines de soja. Pour leur expliquer, pour une leur bassine montrer. remplie de farine de soja. Donc les femmes prenaient et regardaient. Après, elles goûtaient la farine. Oh, C'est ça. c'est comme ça. Alors donc, comment se passe la suite? Et ensuite, alors c'était facile de nous retrouver à Adjamé parce que ce sont des petits magasins qui sont alignés les uns à côté des autres. Oui, tout à fait. Et moi, j'avais mis 2 ficus, Pour faire des séparations un peu. des bacs avec, voilà, puis pour orner un petit peu quand même. Bien sûr. Et au bout d'un moment, mes ficus ont grandi très très vite. Et on a fini par comprendre parce que toute la rue, les hommes de toute la rue venaient arroser. Les fucus. Eh bien, dis donc. Ah, pas arroser avec de l'eau. Ah, ok, Arroser. d'accord, je comprends. Ah, mon Dieu. Donc, c'était de l'urée gratuite. Mais ça nous a créé un problème parce que ça créait un milieu très malsain. Et J'imagine. les analyses que nous faisions de la farine se dégradaient de plus en plus. Aïe. Et un jour, je me suis retrouvée avec un taux de germes qui dépassait les 4 millions. On a fermé le magasin d'Adjamé. Nous sommes allés nous installer en zone 3. Le déménagement s'est accompagné quand même de la signature d'un contrat de prêt, de financement avec ce qui s'appelait à l'époque la Caisse française de développement. D'accord. Nous avons souscrit à un prêt à IPB. Donc la Caisse française de développement finançait pour 40 millions. Nous apportions le complément et c'est avec ça que nous avons déménagé en zone 3. Nous avons quitté 35 mètres carrés à Adjamé, 200 mètres carrés de l'autre côté. Nous sommes passés des farines crues de soja à des farines cuites de soja. Donc nous avons évolué dans la technicité. Et pour pouvoir faire nos farines cuites de soja, cette fois-ci, nous sommes allés à la casse. D'ailleurs, nous étions les rois des arrière-cours d'usines. Toutes les grosses usines, elles jettent toujours du matériel. Il y a toujours du matériel dans la cour. Donc nous avons acheté un toaster à café et comme la graine de soja a à peu près la même taille que le grain de café, nous avons toasté la graine de soja pour en faire une farine cuite de soja que nous vendions au boulanger. Ah, d'accord. Voilà. Ok. Madame Konaté, je vous propose de revenir sur votre parcours juste après la pub. Voisine, qu'est-ce que tu donnes à bébé? Ma sœur, on va faire comment? Mais ne me dis pas ça, voisine. Il n'y a pas de on va faire comment avec bébé. Il y a Farinor Nutribon. C'est un produit sain, riche en vitamines et en minéraux essentiels, adapté à toutes les bourses. Cultivons l'importance de donner des aliments fortifiés à nos enfants avec Farinor Nutribon, une gamme de céréales à base de soja et d'autres aliments spécialement sélectionnés pour nos enfants. Farinor Nutribon est riche en vitamine A, en iode et en fer. Farinor Nutribon, bon pour bébé, existe aussi en sachet de 50 grammes. Vous êtes chef d'entreprise, cadre ou jeune entrepreneur? Votre parcours et votre histoire peut inspirer ou motiver la jeunesse africaine. Participez à votre émission Leitmotiv sur Africable et partagez votre expérience avec ceux qui en ont besoin. Infoline 77 11 29 33. Leitmotiv. Nous avons tous besoin d'une source d'inspiration. De retour avec notre invité
Marie Djangoy Konaté, fondatrice de PKL, une entreprise spécialisée dans l'agroalimentaire. Alors Marie Djangoy, d'Adjamé, vous arrivez en zone 3. En zone 3, je vois que les choses se passent très très vite parce que vous commencez à acheter encore du matériel, à agrandir. Mais ça va tellement vite que finalement, vous n'y restez pas longtemps. Racontez-nous comment ça se passe parce que vous déménagez peut-être un an après, un an et demi. Un an et demi, non, je ne reste pas longtemps en zone 3 parce que là encore, il y a eu un coup du sort, un coup de hasard. Je me rendais de temps en temps à Touba et à Odjéné pour voir les anciens amis. Et je m'arrête à Mans pour prendre de l'essence. Et je vois à la station d'essence des quantités énormes de sacs de farine. Alors, je m'y intéresse et je me rends compte qu'il est écrit dessus CSB, Corn Soy Blend. C'était un mélange de maïs-soja. Ça venait des États-Unis, donc 5000 km plus loin. Franchement. Ça venait des États-Unis. Les sacs bougeaient tellement ils étaient pleins de charançon. Et c'était de l'aide alimentaire qui était destinée aux réfugiés du Libéria, parce qu'il y avait la guerre au Libéria. Oui. Donc nous sommes à Mans, à 110 km de Touba, où on fait du maïs et du soja. Et du soja. Et on a des sacs, Oui, mais c'était des pas quantités normal. incroyables de CSB qui viennent des États-Unis et en très mauvais état pour donner ça à des Libériens malheureux. En plus, ils ont la guerre, ils ont dû... J'ai été choquée. Donc, je commence à m'intéresser au milieu de l'aide humanitaire. J'ai fait toutes les ONG du coin et je me rends compte que le programme alimentaire mondial et toutes ces ONG, Action contre la faim, Médecins sans frontières, tous importent des produits pour venir assister les Africains. Et ça déclenche dans mon esprit une révolte. Et je dis, mais est-ce que vous vous rendez compte que Tout est fabriqué du soja et du maïs à 100 km de là? C'est pas normal. C'est pas normal, etc. Et je rentre dans un milieu où ils travaillent en circuit fermé. Nous sommes des incapables, donc c'est normal qu'on vienne nous apporter de la nourriture. Et là, je décide de conquérir le marché de l'aide alimentaire. Parce que c'était une aberration pour moi qui venais du Brésil où les Brésiliens produisent ce qu'ils consomment, hein, je rappelle toujours. Oui. Donc ça a été le choc total. Un choc terrible. Et j'ai l'écoute de Action contre la faim, heureusement. Et de fil en aiguille, on leur impose à ces ONG de publier des appels d'offres que le gouvernement ne leur imposait pas à l'époque, hein, de publier des appels d'offres pour qu'on puisse participer et soumissionner et éventuellement l'emporter. Et je remporte l'appel d'offres. Waouh! C'est là que j'ai commencé à attraper ma tête. Je n'ai pas de machine. Ah là, il fallait faire très vite là. J'avais presque rien, j'avais rien. Et j'étais en zone 3. Oui. Et donc là, c'est la course, trouver des financements. Trouver des machines. Le financement d'abord, Oui. puis trouver les machines et déménager ici, en zone industrielle de Vridi. Et avec à l'esprit, si j'arrive à produire un mélange maïs-soja enrichi aux vitamines et sels minéraux, que je livre ça à l'Union européenne qui distribue ces produits à toute une population et que personne ne meurt, c'est que je peux faire mes farines infantiles. Tout à fait, tout à fait. Je me sentais désormais autorisée en tant qu'ingénieur architecte à mettre sur le marché un produit de grande consommation à base de produits agricoles ivoiriens. Et c'est comme ça que ça commence. Et c'est comme ça que ça a commencé. Donc j'ai livré à l'Union européenne 580 tonnes en 96. Non, 980. Mon premier contrat c'était 900 tonnes. Quand même 980 tonnes. Ah, c'est pas négligeable, oui. Oui, on n'avait rien. Et Mais comme on est culotté, voilà. Et le deuxième 596. Et après ça, avec des résultats d'analyse excellents qui venaient de Bruxelles, je me suis dit, bon, moi, aujourd'hui, je me sens autorisé moralement, techniquement, à mettre sur le marché une farine pour bébé fortifiée.
Mais justement, nous savons que les multinationales sont très souvent en position dominante sur le secteur agroalimentaire. Quelles ont été les stratégies de votre entreprise, donc justement quand vous débutez ici, pour arracher autant de parts de marché et devenir même un concurrent direct dans la sous-région? Alors, là aussi, je vais le dire comme ça, c'était pas si compliqué que ça. Et pour tous ceux qui écoutent ce programme, mettez de côté vos complexes. Moi, j'adore ça chez vous parce que jamais c'est compliqué. Non, c'est pas compliqué. Regardez, je vous expose la situation. Vous avez des farines pour bébés dont les marques sont très connues depuis 50 ans, que tout le monde connaît, très chères. Vous aviez à l'époque les farines qu'on achète au marché à la COP avec une qualité d'hygiène plus ou moins bonne, ça dépend de qui fabrique. Au milieu, il n'y avait personne. Donc il fallait justement trouver ce... Il y avait le produit importé très cher, le produit artisanal ou ce que la mère fait à la maison. Entre les deux là. Ouais. Donc qu'est-ce que fait un Ivoirien moyen? Il se débrouille pour avoir de l'argent pour acheter le produit importé, ou bien il demande à sa femme qui ne voudra pas repartir au marché. Donc vous vous êtes Est-ce que c'est situé au compliqué? milieu. Non, du tout, effectivement. J'avais un Vu comme ça, Mais c'est c'est vrai que c'est pas pas être vu compliqué. autrement. Oui, oui. Donc j'avais un boulevard. Et beaucoup de choses ici sont comme ça. On pense que parce qu'il y a une multinationale qui le fait, donc on ne peut pas faire. Oui. Cette multinationale, un jour, est une petite entreprise. Ou bien on pense que parce que tel produit n'existe pas en Côte d'Ivoire, il faut l'importer, donc on ne peut pas faire. Alors j'imagine que ce n'est pas facile d'avoir un tel niveau de responsabilité, encore moins en tant que femme. Comment arrivez-vous à combiner votre vie de femme au foyer et votre vie de chef d'entreprise? Tout est possible. Voilà. Et même, je dirais même que la femme africaine est née entrepreneur. Ou si elle n'est pas née entrepreneur, en tout cas, elle est éduquée comme telle. Alors, comment vous développez PKL? Je développe PKL en me disant qu'il faut valoriser les produits locaux, qu'il faut utiliser les jeunes ingénieurs ivoiriens, qu'il faut gérer en respectant toutes les règles. Ensuite, mettre sur le marché des produits qui parlent. Il faut que le consommateur se reconnaisse dans le produit. Donc quand j'ai ma boîte avec un beau bébé et des couleurs que les gens peuvent... Voilà. Eh bien là, je parle aux gens. La population se retrouve. Oui, la preuve, j'avais fait le pari que en mettant Farinor sur le marché en septembre 1998, j'espérais au bout de 6 mois vendre 10 000 boîtes. Un mois. Eh bien, parce que le bébé là a attiré les gens. Il a attiré du monde. Les gens. Mais oui, c'est important. Il fait sourire et tout. C'est important. Marie Diongoy, nous sommes presque à la fin de cette belle émission que j'ai trouvée superbe et je suppose que nos téléspectateurs aussi. Quelles sont plutôt vos perspectives d'avenir? Devenir la première entreprise agroalimentaire en Afrique de l'Ouest, au moins. Donc développer l'entreprise, varier les produits. J'aimerais que tous les matins, sur chaque table d'un Ivoirien, il y ait un produit de PKL. Et je pense que vous allez y arriver parce que vous êtes une vraie combattante, depuis l'enfance d'ailleurs. Vous l'avez dans l'âme de vos parents. Je pense qu'ils vous ont transmis ça depuis l'enfance. En tout cas, nous, Leitmotiv, nous vous souhaitons vraiment le meilleur. Merci Corinne. Alors, si vous aviez, Marie Diongoy, des conseils à donner à tous ces jeunes filles ou ces jeunes garçons qui rêveraient d'entamer la même carrière que vous dans le même domaine, qu'est-ce que vous leur diriez? J'ai l'habitude de dire aux jeunes qu'il vaut mieux, aujourd'hui, à l'époque que l'on vit, il vaut mieux être chef d'entreprise que chef de cabinet. Donc déjà, si vous avez l'âme d'une personne indépendante, suivez votre intuition, testez votre intuition en étudiant. Aujourd'hui, on peut tout apprendre. Suivez votre intuition, montez votre projet et travaillez, remettez-le en question tous les jours, travaillez. C'est-à-dire, on ne monte pas un projet puis on le confie comme ça à quelqu'un. Il faut l'améliorer, il faut travailler. Il faut l'améliorer, il faut travailler. Si vous êtes une femme
qu'en plein projet, vous tombez amoureux de quelqu'un qui vous dit « laisse ça, viens avec moi », à vous de voir. Mais je pense qu'on peut faire les deux. Tout à fait, bien sûr. On peut faire les deux. Quand on a un enfant, c'est plus compliqué, hein. Au début, moi, mon fils était petit, j'avais bien levé le pied, puis je suis reparti après. Mais ça veut dire que vous vous organisez derrière. Mais entreprenez. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire en Afrique. Moi, tous les jours, je vois un projet. Tous les jours, j'ai envie de faire un nouveau projet. L'Afrique nous appartient. C'est pour nous. Chez nous, pays là, c'est pour nous. Ça, oui. On peut tout faire. On peut tout faire. Ne jetant pas la pierre à qui que ce soit. Ah, les Blancs ne veulent pas. Ah, ceci ne veut pas. Non, c'est toi. Si nous, on veut. Si toi, tu veux, Exactement. tu peux le faire. Tu n'as pas d'argent, contourne le problème. Tu n'as pas assez de connaissances, va étudier. Et la corruption, non. Et on peut faire sans la corruption. Tout à fait. Je pense qu'on y arrivera de toutes les façons. En tout cas, c'est ce que j'ai fait moi. Et vous êtes là. Je suis là. J'en bave. Et vous continuez d'exister. Oui. Et vous continuez d'avancer. Grâce à Dieu. Je pense que tout est possible. Grâce à Dieu. Marie Diogoye Konaté, merci. Merci infiniment d'avoir partagé votre histoire et votre parcours avec nos téléspectateurs. Encore une fois, félicitations pour tout ce que vous avez accompli, même si je suis sûre qu'il vous reste encore beaucoup de challenges à relever. Mesdames et messieurs, c'est ici que s'achève cette belle émission. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même chaîne, même heure, pour un nouveau numéro de Leitmotiv. Et d'ici là, que Dieu vous garde. On se comprend. On se comprend. Aïe. J'ai dit malheureusement la semaine prochaine. Oui. Non, c'est que c'est grave. Je viens de partir. Non. Ah bon, d'accord, ok, bon, je reprends. Autant pour moi. Malheureusement, le temps qui nous est imparti touche à sa fin.